Alors, comme on a dit, vous connaissez le thème? Vous avez vu le thème? Non? Ben, c'est le jeu, c'est le thème du jeu, le jeu thème, très connu. Donc, cette phrase des Chachamim, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, quand il rentre le mois de Hadar, Marbim Besimcha, on augmente la Simcha. On aurait pu dire qu'il faut être Besimcha, on aurait pu dire que c'est un mois de Simcha, on dit qu'il faut être Marbim, Marbim. Marbim Besimcha, il faut augmenter la joie. Et ça, c'est une logique de manière dynamique et active. Oui, c'est pas simplement de dire, bon, Hachem, c'est un bon mois. D'accord, il y a des mois le mois de Av, Tisha B'Av, l'angoisse, bon, Yom Kippour, un peu comme ça, un peu Ramma, ouais. Mais c'est vrai, quand on finit Kippour, oui, donc ça veut dire qu'il y avait une pression avant. Et le mois de Hadar, on peut dire, bon, c'est un mois de joie. Bon, Hachem, voilà, on arrive vers Purim, on prépare Pessah, c'est extraordinaire. Non, il n'y a pas écrit ça, il y a écrit Marbim. Marbim Besimcha, ça veut dire qu'il faut avoir une dynamique volontaire et active d'augmenter la Simcha. D'accord. Maintenant, par rapport à ça, on a expliqué déjà 1 million de fois que la Simcha, c'est toujours synonyme de Shlemut. C'est toujours le synonyme d'être entier. Parce que la joie, c'est la satisfaction d'être. Donc celui qui n'est pas, qui ne réalise pas, qui ne finalise pas, qui ne construit pas, il n'a pas de joie. Là, il peut faire semblant, il peut prendre de la vodka, il y a plusieurs manières pour prendre des vitamines. Il y a plusieurs manières qui sont des manières artificielles, qui sont épidermiques, qui sont extérieures. Mais si on parle de la vraie joie, la joie intérieure, alors c'est quelque chose qui prend un effort, parce que l'effort, il amène le résultat. Il dit par rapport à ça, on dit dans le passage, Kol aneshama te alelia aleluka. Ouais, Kol aneshama te alelia. Alors on traduit en général, toute l'aneshama, te alelia, elle te louera, toi, Hachem. Mais les Chachamim, ils disent, Kol aneshama, Kol aneshima. Kol aneshima. D'accord? Kol neshima, ça veut dire chaque respiration, elle te louera. Et c'est vrai, c'est un questionnement. Chacun, il se demande, c'est quoi mon but sur la terre? Quelle est ma mission? À quoi ça sert? Ouais. Il y a une logique qu'en vérité, la Gemara, elle dit que le but de la venue sur la terre, c'est la louange d'Hachem. Que Hachem, il a créé ce monde pour sa louange. L'Obarati et la Lirvodi. Hachem, il dit, je n'ai créé ce monde que pour ma louange. Qu'est-ce que ça veut dire louange? Louange. Praise. Ouais. Alors tu dis, bon, ça veut dire quoi? Hachem, il a créé le monde pour la louange. Il dit, non, en vérité, on sait que la louange, ça veut dire faire le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Il dit que faire le kavod, c'est quoi? C'est faire exister Hachem. De la même manière que quand vous faites le kavod du Rav, c'est pour faire exister le Rav. C'est-à-dire que le Rav, il va pouvoir donner ce qu'il a en lui. Quand tu fais le kavod de tes parents, tu fais exister tes parents. Quand tu fais le kavod de ton conjoint, tu fais exister ton conjoint. Maintenant, quand Hachem, il a créé ce monde, il a dit, j'ai créé ce monde pour mon kavod, ça veut dire, j'ai créé ce monde pour que vous me fassiez exister. Vous me suivez ou? Oui. Parce que le kavod, c'est, encore une fois, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. C'est-à-dire que dans un rapport d'existant à existant, quand vous existez, moi j'existe. Maintenant, dans ce rapport de coexistence, vous me donnez une priorité existentielle. Parce que vous êtes intéressé que j'existe ce que je contiens, pour que vous ayez ce message-là. Il dit cette logique-là, de la même manière, Hachem, il est Melech HaKavod, il est le roi du Kavod. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est le roi du droit d'exister, puisque c'est lui qui donne le droit d'exister à tout. Donc nous, on est là pour son Kavod, ça veut dire on est là pour lui donner le droit d'exister. Ça va toujours? Maintenant, pour qu'Hachem intervienne dans notre vie, il faut qu'on lui donne le droit d'exister. Donc toute la vie, c'est donner à Dieu le droit d'exister. Maintenant, si moi je ne lui donne pas le droit d'exister, tu vas dire, est-ce qu'il a besoin de moi pour exister? Mais c'est ça le problème. C'est qu'Hachem, dans sa grande modestie, et aussi dans le rapport de maturité qu'il a voulu établir avec l'homme, il a dit, je ne serai dans la vie d'un homme qu'en fonction de la place que l'homme va me donner. Parce qu'il y a un passage dans la Torah, quand Hachem, il a dit, quand Moshe, il a dit à Hachem, bon, tu veux que je sorte les bénis Israël d'Égypte, mais par quel nom je dois te nommer? Alors il a dit ce nom-là, qui est dit une seule fois dans toute la Torah, Eye Asher Eye, je serai celui que je serai. Maintenant, il y a une discussion, est-ce que ce nom-là, c'est un nom divin ou non?
Parce qu'en fait, nous on dit Eke Asher Eke pour le déformer, parce qu'on le considère comme un nom divin, mais il y en a qui pensent que c'est pas un nom divin. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Je serai celui que je serai. Ça veut dire, en français, la perpétuité d'être. Je serai aujourd'hui, je serai demain, je serai après-demain. Je serai le même. La perpétuité d'être. Je serai celui que je serai. Mais le Ramban, il amène un midrash qui dit, sur ce nom-là, Keshem she'ani ove imcha ata ove imi. Keshem she'ata ove iti ani ove itra. Comme toi, tu vas être présent avec moi, moi je vais être présent avec toi. D'accord? Donc ça veut dire, ayez, Asher ayez, ça veut dire je serai avec toi comme toi tu seras avec moi. Ce qu'on appelle en français l'effet miroir. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une logique de miroir dans la vie qu'il faut accepter. Je ne sais pas si vous utilisez le miroir. Ça vous dit quelque chose? Oui, non? C'est un objet, ça existe. Hein, En fait, c'est une vitre avec une feuille de métal en dessous. Et ça renvoie le reflet. D'accord? Alors, il y a aussi l'effet miroir dans le couple, l'effet miroir des enfants, l'effet miroir avec les clients. Tu t'occupes bien du client, il s'occupe bien de toi. L'effet miroir de la dette, tu payes la dette, les clients ils te remboursent ton argent. Ouais. Toute la vie, c'est un effet miroir. D'ailleurs, un des phénomènes le plus connus de l'effet miroir, c'est Mida Keneged Mida. Comme toi, tu te conduis avec la ville, avec Hachem, Hachem il va se conduire avec toi. Toi, tu as mis la Ramma à quelqu'un pendant 6 mois. Ouais. Et après, lui, il a une tache sur les poumons pendant 6 mois. Et les médecins, ils n'arrivent pas à savoir ce que c'est. Il a une douleur, il a une pression. Ils ont peur que Hazvé Shalom, ça soit quelque chose de grave. Et en plus, au scanner, c'est bizarre parce qu'il y a une forme de Halot Shabbat. Donc, il se demande s'il ne devrait pas faire une Shabbatothérapie. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu as mis la Ramma 6 mois, tu prends 6 mois. C'est très précis. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un effet miroir entre nous et Hachem. D'un côté, ça fait peur. D'un autre côté, c'est un peu logique. Ça s'appelle la causalité. La cause entraîne la conséquence. Mais d'un autre côté, ça fait peur parce que tu dis quoi? Alors, ça veut dire que dans chaque chose, il y a un reflet. Chaque chose, il y a un retour. Oui, mais d'un autre côté, quand tu le vis avec maturité, ça s'appelle la liberté. Bah oui. Bah oui, parce que quand j'accepte la loi de causalité, et que j'accepte que je suis concerné par la cause, ça veut dire que je suis concerné par la conséquence. Ça va toujours. Ouais. Mais si le fait que je sois concerné par la conséquence, ça veut dire que je suis concerné par la cause, ça veut dire que si je suis maître de la cause, je suis maître de la conséquence. Ce qu'on appelle vulgairement la liberté. Maintenant, les gens, ils veulent la cause, mais ils ne veulent pas la conséquence. Ils veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais ils ne veulent pas l'assumer. Mais papa, c'est la liberté. C'est un mauvais caractère. Tu dis, ouais, personne ne m'aime. Mais regarde la gueule que tu fais. D'accord? Le gars, il dit, personne ne me fait confiance. Mais il n'arrête pas de mentir. Celui-là, il plante les gens un par un. Après, il dit, personne ne me fait le crédit. C'est-à-dire que moi, je suis stupéfait de la stupéfaction des gens. Moi, je suis stupéfait de la stupéfaction. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. C'est que je ne comprends pas pourquoi les gens sont choqués du non-résultat sur un effort non accompli. Que le gars, il est choqué que ses enfants ne soient pas éduqués alors qu'il ne les a pas éduqués. Il est choqué que son couple n'est pas construit alors qu'il n'a pas construit. D'accord? Il dit, comment je comprends? Il me dit, Rabban Chetrin, mais comment vous trouvez normal? 20 ans de mariage, aucune communication? Je dis, bah, je suis pas, si c'était ma femme, je t'aurais dit ce que j'ai fait avec elle. Mais toi, avec la tienne, je ne sais pas ce que tu as fait. Bon, en tout cas, je peux te garantir que si la maison elle est sale, c'est que personne ne fait le ménage. Vous me suivez où? Ouais. Parce que même les téléphones, ils font des mises à jour. Alors ton couple, il ne fait pas une mise à jour. C'est normal, non? Les gens, ils font rien. Après, ils se demandent pourquoi et comment et pourquoi et comment. Mais je te dis, c'est l'effet miroir. Et l'effet miroir, c'est la causalité. Et la causalité, c'est la liberté. Maintenant, la liberté seulement pour les gens qui acceptent la maturité. Pour les gens qui acceptent la responsabilité. Maintenant, la liberté, encore une fois, elle est enrichissante et elle est valorisante et elle est bonne et elle est pour les gens qui assument. Mais pour les gens qui n'assument pas, la liberté c'est l'inverse, la preuve. C'est comme les gens qui disent, écoutez, il perd sa vie au casino. Le gars il dit, interdisez-moi d'aller. Je dis, mais décide-toi. D'accord? Les gens ils n'arrivent pas à maigrir. Alors, ils font
bypass, un morceau d'estomac, un morceau du truc, un morceau du... Mais t'as qu'à te retenir de manger. Ah, plutôt mourir. Ça va venir, d'accord. Donc, c'est dur. Ouais. Une fois, un nutritionniste, il m'a dit, quand t'as faim, quand t'as soif, tu bois un verre d'eau froide. Quand t'as faim, tu bois un verre d'eau chaude. Après, ça va passer. Tu vois bien que tu as réussi à te maîtriser devant ta secrétaire, d'accord? Donc, ça va passer. Oui, c'est une autre forme d'appétit. Mais l'idée, c'est ça. C'est que la personne, en fait, elle a trouvé à compenser. Maintenant, où tu compenses par de la volonté, ou tu compenses par des limites, par des barrières. Ou tu compenses par toi-même, ou tu compenses par les autres. Ouais, ou tu t'imposes, ou tu attends qu'on t'impose. Maintenant, quand tu attends qu'on t'impose, fais attention parce que tu te crées le stress toi-même. Donc les gens ne supportent pas les interdits, alors qu'en fait l'interdit c'est quoi? C'est juste une limite dans laquelle tu peux développer ta volonté. Maintenant, quand tu assumes ta volonté, tu subis pas les interdits. Mais quand tu veux pas assumer ta volonté, alors tu t'imposes des interdits. Voilà. Vous avez compris maintenant, 99% de la névrose humaine, ce qu'on appelle le mal vécu de la contrainte. Mais le mal vécu de la contrainte, il vient parce que tu l'acceptes pas. Ça va? Donc quand les gens à 30 ans ils disent « Ah, j'aurais dû faire des études », mais à l'époque ils disent « Ça me saoule, ça me prend la tête, les maths, le français », comme tu veux. Tu as le droit d'être brel. Ouais. Donc tu dis « Va t'arranger, dis-lui que tu l'aimes, fais-lui plaisir, faites un week-end ». Non. Toi, maquille-toi, arrange-toi, accueille-le avec le sourire. Pas la peine de commencer par les trucs. Essaye de trouver le secret. Si tu ne connais pas, demande à Victoria. Il y a des systèmes, d'accord? Donc, elle est nouvelle, celle-là. Non, ceux qui suivent. Donc, restez calme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette logique-là, du miroir, pour celui qui accepte de se regarder dans le miroir, mais la vie est belle. Et ça, c'est la différence entre un tableau et un miroir. Parce que vous prenez un tableau qui représente un paysage, ou là une nature morte, ouais, ou le visage de ta belle-mère, c'est la même chose. D'accord. Donc si tu bouges le tableau, l'image, elle ne change pas. Ça va? Mais quand tu bouges un miroir, l'image, elle change. L'image, elle change. L'image qui est sur le miroir, elle change. Maintenant, toi, de la même manière, toi, tu as un regard. Ton regard, c'est quoi? C'est un tableau ou un miroir? Ben, c'est facile. Les gens qui ne changent jamais, c'est un tableau. Les gens qui évoluent, c'est un miroir. Maintenant, de la manière que quand tu bouges, l'image, elle est différente. Donc, moi, je suis ici. Je parle d'une manière. Ouais, après, tu es dans ta maison, tu es d'une manière. Après, tu es dans le business, tu es une manière. Donc, tu es condamné à suivre la réalité qui est en face de toi. Ça s'appelle l'adaptation. Ouais. Et de la même manière, ce rapport entre l'image qui est devant toi et toi, le visage de l'autre et toi, la responsabilité et toi, la conséquence et la cause, ça, c'est l'effet miroir. Maintenant, de le vivre bien, ce qu'on appelle en français être bien dans sa peau, avoir une conduite adulte, être mature, c'est normal, je pense. Oui, non? Non, parce que des fois, une fois une psychologue, elle m'a dit, mais Ravechia, arrêtez de dire c'est normal, c'est normal, c'est normal. Parce qu'elle m'a dit, votre normal à vous, il n'est pas normal. Moi, je pense, la vérité, je pense, hein. Je ne veux pas m'engager, mais je pense que d'être normal, c'est normal. Ou c'est trop? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un de normal, on lui donne une médaille. Dans la Torah, c'est normal d'être normal. Ce qui est bien, c'est d'être sadique. Mais d'être normal, c'est normal. Maintenant, c'est quoi normal? C'est normé. Normé, c'est quoi? C'est adapté à. Comme des fois, les gens me disent ma femme, elle a fait ça, est-ce que vous trouvez ça normal? Je dis, moi, je ne peux pas trouver ça normal par rapport à moi, parce que ta femme, elle n'est pas normée à moi, elle est normée à toi. Il me dit, mais imaginez, c'est votre femme. Je dis, d'abord, tu dis Chas v'Shalom. C'est vrai, j'ai rien fait, moi. Pourquoi je vais être puni dans ce monde? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, ce rapport
perpétuelle de la mémoire, de l'effet miroir, d'accord? Et toute la vie, c'est comme ça, et ça évolue comme ça. Maintenant, le problème, c'est que on ne l'a pas forcément en conscience en temps réel. C'est-à-dire que les gens, après les événements, j'ai compris la correspondance. Après les conséquences, j'aurais dû, j'aurais su, j'aurais pu. Or que ce qu'il faudrait, et c'est ça, d'après moi, c'est ça la maturité en psychologie et la crainte d'Hachem en religion, c'est qu'il faudrait avoir cette conscience de l'effet miroir en temps réel. Vous suivez ou non? Comme j'ai dit 1 million de fois, d'être intelligent avant, c'est de la culture. D'être intelligent après, c'est des remords. Ce qu'il faudrait, c'est être intelligent au bon moment. C'est à quoi ça sert d'être intelligent après? C'est une grave maladie, ça s'appelle si j'avais su. Ouais. D'accord? Et l'intelligence d'avant, c'est de la culture. Vous savez, les mariés, par exemple, les jeunes mariés, avant le mariage, on leur explique le shalom bayit. Moi, ils ne comprennent rien. Tant que tu ne l'as pas vécu, tant que tu n'as pas sorti les nerfs, tu n'as rien compris au shalom bayit. C'est pareil à un enfant. Tu dis la pédagogie, donner un espace existentiel à l'enfant pour que son potentiel puisse. Non, il faut qu'une demi-heure avant Shabbat, il te fait tomber la plata. Ouais, juste le Shabbat où ta belle-mère elle vient passer Shabbat. Tu vas mourir. Il faut qu'il prenne la lessive, il met dans toute la maison. Il colle des autocollants sur le miroir alors que tu es venu en R&B pour un week-end. C'est là pour 8h30 de grattage. Là, tu vas commencer à comprendre la pédagogie. Qu'est-ce que c'est là? Que tu hésites. Tu dis c'est mon fils, mon cœur, mon amour, ou pourvu qu'il meure. Tu hésites, d'accord? J'exagère. Tout le monde sait que c'est beaucoup plus grave, d'accord? Mais c'est ça l'idée. Dis là, maintenant, en temps réel, tu es dans l'éducation. En temps réel, tu es dans le shalom bayit. En temps réel, tu es dans le business. Ouais? Parce que tu fais des calculs, des prévisionnels. Tout le monde fait des business plans. Alors, t'en vends 2, t'en vends 3, t'en vends 1000, t'en vends 100 000. 100 000, $1 million, 2 millions, 3 millions, 40 millions, 100 millions, 200 millions, 300 millions. Les 300 millions, immobilier, rendement, rentabilité, trac, le noir, le black, Attends. Essaye d'en vendre un. Arrête. Tu es devant le client comme ça. Il te dit alors, le chinois, il te dit, oh, on signe 14 millions de produits. Vous signez le proforma? Toi, tu dis, j'ai envie de faire caca. Eh oui, pas parce qu'il faut signer là, baba, là. Il faut les envoyer, les 400 000 $. Là, maintenant, c'est fini les chiffres. Ouais, c'est concret. Ça, c'est difficile. Et j'ai déjà dit plusieurs fois cette phrase. J'avais même fait un tableau avec ça. Le concret, c'est ce qu'on crée. Le concret, c'est ce qu'on crée. Ce qu'on crée, d'accord? Pas ce qu'on de créer, non, ce qu'on crée, d'accord? Le concret, c'est ce qu'on crée. Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. D'accord? Bon, ça a l'air d'un jeu de mots comme ça, mais j'ai arrêté très très jeune les jeux de mots. Donc, et ce qu'on croit, c'est quoi ce qu'on croit? C'est quoi la croyance? La croyance, c'est la capacité de s'investir dans une chose que tu ne vois pas. Comme la confiance. Confiance en latin, c'est confiance, avec foi. D'accord? Maintenant, l'avenir, tu ne le vois pas. Donc, tu ne peux que le croire. C'est comme l'intelligence de ton mari. Ça reste virtuel. L'amour de ta belle-mère, inenvisageable. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est des choses que tu ne peux pas les voir. Tu ne peux que les croire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Pourquoi le bon Dieu, il a fait qu'on a besoin de croire? Parce que c'est la seule manière de grandir. Maintenant, le problème, c'est que croire, ça fait mal. Parce qu'il n'y a rien devant toi. Ça va marcher, ça va pas marcher. D'accord? Tu sais pas. Le magasin, ok, il va fonctionner, il va pas, ce couple, il va aller, il va pas aller. La grossesse, elle va arriver à terme. On ne sait pas. Mais pourquoi le bon Dieu il a fait ça? Pourquoi il t'a fait qu'on a toujours des inconnus? Toujours. Et dans cet inconnu aussi, il y a l'effet miroir. Parce que j'ai dit, quand il y a la cause et la conséquence, quand tu vois, c'est facile. Quand tu vois la cause, tu vois la conséquence, c'est facile. Mais si la cause, elle est aujourd'hui et la conséquence, elle est dans 10 ans, si l'effort, il est maintenant et le résultat, il est dans 20 ans, c'est dur. Alors, de se mesurer avec la conséquence que tu vois, c'est facile. Ouais, quand tu vois chez les autres la conséquence, on est tous des intelligents, là. Je t'avais dit. Tu vois? Voilà les fruits. Voilà le comportement. Voilà. Là, on est très très fort pour les autres. On est tous des chachamim. Mais pour soi-même,
Quand il y a un truc, je te dis implique-toi. Je dis mais j'arrive pas à m'impliquer, pourquoi? Parce que j'ai peur de la suite. Mais c'est là qu'on voit si tu es fort ou tu es faible. Les gens ils croient que l'intelligence ça se passe là. Mais ça se passe là. Est-ce qu'il y a les forces pour faire? Ouais. Et ça, tu n'as rien, Baba. Ça se voit pas. Mais c'est toi qui vas le faire ou non. Alors tu signes le magasin. Tu t'engages envers cette femme-là. Tu mets un bébé en route. Tu dis, ouais, comment on va faire quoi? Toute la vie, c'est comme ça. Alors pourquoi dans l'effet miroir, il y a le connu et l'inconnu? La logique, en vérité, c'est simple. Enfin, c'est simple. Je vous le dis dans la Torah, après je vous le dis dans le reste. Il y a un chidouche, un sefer très très beau, que j'ai découvert cette année. Il dit, dans la Torah, il y a ce qu'on comprend. D'accord? Tu étudies, tu comprends. Tu ne connais pas, tu apprends. Mais tout ce que tu ne connais pas, peut-être que tu ne connaîtras jamais. Est-ce que tu dois y croire ou non? Est-ce que ça fait partie de ta Torah? Vous suivez ou non? Comme les scientifiques. Les scientifiques, je ne crois que ce qui est démontrable, ce qui est prouvé, ce qui est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ce qui n'est pas démontrable, c'est faux. Bon. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent rien. Donc, du coup, tout est faux. Mais dans la vie, dans la Torah, c'est pareil. Parce que il y a des domaines que vous n'étudierez jamais. Peut-être la Torah de Rabbi Moshe Cordovero, c'est de la Kabbalah. Je sais pas moi, si tu n'as pas fait 100 fois le Shulchan Aruch, comme Rav Moshe Feinstein par exemple, qui l'a fait 400 fois, tu n'auras pas la même vision de la halakha. Tu n'auras jamais la Torah de Rav Ovadia Yosef. T'es qui toi? Tu dis, ah non, mais j'ai lu Yaakov Yosef en français. C'est comme tu ne peux pas avoir l'expérience d'un très très grand chirurgien du cerveau qui a fait 3500 opérations du cerveau. Tu dis, mais s'il m'explique bien, mais il va t'expliquer, mais tu n'auras pas l'expérience. C'est-à-dire que quand tu vas arriver devant le cerveau là, qui est en train de palpiter, là, et avec le scalpel, tu dis la tumeur, tu l'enlèves jusqu'où? Tu dis, et bien il est mort. L'autre, il a le geste. Ce geste-là, il vient d'une expérience. L'expérience, elle vient du vécu. Le vécu, il vient de la maturité. Maintenant, avant d'avoir la maturité, tu as quoi? Tu as la confiance. Donc, sur la partie que tu connais, tu dois avoir l'affirmation, tu dois avoir la maturité. Sur la partie que tu ne connais pas, la maturité, c'est la confiance. Alors là-bas, ils disent un chidouche incroyable. Il dit, si moi je dis que je n'accepte que la Torah que je connais, que la Torah que je comprends, donc il y a peut-être une grosse partie de la Torah, peut-être même les 3/4 de la Torah, que je n'aurai jamais. Maintenant, quand quelqu'un dit, parce qu'on dit, le Rav de Brisk, il dit, la Emouna commence là où la philosophie s'arrête. D'accord? Maintenant, dans la Torah, il y a du rationnel et de l'irrationnel. Comme dans la vie, il y a du rationnel et de l'irrationnel. Maintenant, les gens qui vivent que dans le rationnel, en vérité, ils sont foutus. Ils deviennent des handicapés de la vie. Bah oui, parce que tu ne peux pas comprendre un bébé, le cœur il s'arrête au 8e mois de grossesse. La mort du nourrisson. Ouais. Les tzadikim qui souffrent. Donc, tu as plein de choses comme ça qui font partie de l'inconnu. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Dans le connu, eh ben, tu assumes. Dans l'inconnu, tu acceptes. Maintenant, la capacité à accepter l'inconnu, elle fait que tu as un rapport avec l'inconnu. Ça veut dire que si un jour, l'inconnu peut devenir rationnel, c'est parce qu'aujourd'hui, quand il était dans l'inconnu, tu l'as accepté. Mais quand tu refuses l'irrationnel, ouais, donc jamais tu pourras avoir accès à la compréhension de l'irrationnel. Et bien exactement pareil. Dans toute la partie que tu ne connais pas dans la Torah, tu dois avoir la Emouna. Ce que tu connais, que tu as appris, tu as réfléchi, tu as raisonné, c'est bon, c'est acquis. Le reste, tu dois avoir la Emouna. Pourquoi? Parce que si un jour, le bon Dieu veut t'envoyer un chidouche, où tu veux comprendre une chose, et tu vois que ça n'a pas de rapport avec ton étude à toi, c'est bien au-delà, c'est une autre dimension, c'est un éclairage qui n'a rien à voir avec toi, avec ta logique à toi. Tu ne peux le recevoir que parce que tu as accepté que le reste était vrai. Mais si tu dis ce n'est vrai que ce que je comprends, donc en fait tu renonces à tout le reste.
dans le business, c'est pareil. Si toi, tu te cantonnes à la petite chose, tu dis, moi, 1000 dollars, 2000 dollars, 2000, 3000, 4000 dollars. Un mec qui vient chez toi, tu sais quoi? J'ai 95 ans, j'ai un puits de pétrole, j'ai pas d'enfant. Tu le veux? Jamais ça va t'arriver ce genre de business. Pourquoi? Mais non, parce que t'es un épicier, toi. T'es un bricoleur. Ça suffit. 100 dollars, demande 200 dollars. Allez, tiens, prends-les. T'en veux deux? Allez, je te fais les deux à 150. Comment tu vas avoir 80 millions de dollars en opportunité, puisque à 150, déjà, tu as envie de faire pipi sur toi? Toute la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand t'es mesquine, t'es mesquine. Ouais, c'est pareil. Que les gens, ils rêvent du Shalom Bayit. Mais Shalom Bayit, c'est après les sacrifices, après les efforts, après les pleurs, après de prendre sur toi, après de casser ton orgueil, après des fois, après de casser ta lourdeur. Il y a beaucoup de choses à casser pour avoir le Shalom Bayit. Les gens veulent rien casser. Donc en fin de compte, ils ont déjà renoncé au Shalom Bayit depuis le départ. Moi, une fois, je parlais avec une dame. Bon, elle était laxative. C'est-à-dire, elle générait chez l'autre une capacité de transit. Ou tiens, qu'est-ce que tu fais? Ou t'es là, quand tu es là, qu'est-ce que tu fous là? Va travailler paresseux. Quand tu n'es pas là, tu ne me secondes pas, tu ne m'aides pas. Laxative. Alors, je ne savais pas comment lui dire. Je dis, vous savez, il faut arrêter de mettre la pression, laissez-le vivre, vous n'êtes pas sa mère, arrêtez d'entrer dans sa vie, ne raisonnez pas sur lui. Tout le temps que vous prenez sur lui, c'est en fin de compte, c'est un temps que vous ne prenez pas sur vous. Donc, vous ne pouvez pas évoluer parce que vous êtes occupé à le faire évoluer lui. Donc c'est un bébé, donc c'est un demeuré, donc c'est un malade mental, donc c'est... Elle ne comprenait pas. Elle dit, je comprends pas ce que vous voulez, moi de toute façon, à la fin, je dis, écoutez, vous êtes chiante. Je sais pas, elle ne comprend rien. À la fin, elle a compris, elle m'a dit, ah, mais monsieur Rama, vous me parlez comme ça. Je dis, moi je le dis, mais vous le faites. Non, c'est vrai, des fois, tu essayes de parler en finesse, en douceur, par allusion, il n'y a pas. Les gens, ils savent pas ce que c'est. Ah, c'est quoi? Il y a la couleur, il y a l'odeur. Mange! Goûte! Tu vas voir ce que c'est. En plus, ça porte bonheur. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais avoir la confiance que la Torah, elle est émette, donc même dans ce que je ne connais pas, un jour, je pourrai avoir accès à ça. Ouais? De la même manière, quand moi, j'ai confiance que ce que je ne comprends pas chez l'autre, c'est pour le bien, alors je pourrais avoir accès au bien. Mais si je pense que tout ce que je ne connais pas ou ce que je ne maîtrise pas chez l'autre, c'est mauvais, parce que j'ai un a priori personnel, psychiatrique, que l'autre, il est mauvais, donc je ne vais jamais découvrir le bien. Et l'opportunité de business, c'est pareil. C'est que dans l'effet miroir, vous avez compris que dans l'effet miroir, il y a la personne et le reflet. Vous me dites si c'est trop abstrait. Vous savez que 99% des cas, quand on se met devant un miroir, le miroir reflète la personne qui est en face. C'est quoi le 1%? Le 1%, en vérité, c'est faux, parce que les 3/4 des gens, quand ils se regardent dans un miroir, ils voient l'autre. Parce que quand ils rentrent dans une situation, ils accusent l'autre. Donc tu vois que le miroir de la vie ne leur renvoie pas leur reflet à eux, puisque l'intérêt d'être deux, c'est qu'on peut accuser l'autre. Mais c'est quand tu es seul, tu ne vas pas t'accuser toi. Tu ne vas pas accuser l'autre quand tu es seul. C'est quand les gens, pourquoi vous ne faites pas teshuva? Oui, parce que j'ai vu des religieux qui... Je dis, attends, si tu es seul avec un Sefer Torah sur une île déserte, et tu entends une voix qui te dit, mais elle était finie. Tu me dis, ouais, mais le rabbin il m'a dégoûté. Tu es seul, toi, le Sefer Torah sur une île déserte. Mais elle était finie. Oui, mais j'ai vu des religieux qui se contredisent, ils n'ont pas les bonnes midotes. Mais elle était finie. Et ferme-la. Dans la vie, c'est pareil. Ouais. L'autre jour, je reçois quelqu'un. Il commence à parler. J'ai plus la patience. J'ai 58 ans. Ça fait 56 ans que j'écoute des lourdeurs. Je suis fatigué. Je te dis là maintenant, tout de suite, là. Ce que tu es en train de faire, là, ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de vivre, c'est de la Metsiout ou de la Parshanout. La Metsiout, en hébreu, c'est la réalité. En français. La parchanout, c'est le développement. Voilà. Comme si tu fais la paracha. C'est-à-dire qu'il y a un morceau de savon comme ça, et toi, tu remplis la salle de bain de mousse. Ouais. Il y a une rayure sur la voiture. Il y a un bon ton. Ah, tu dis, ici, il y a le cancer.
L'autre, il a élevé la voix. Tu dis, peut-être c'est un serial killer, il va nous égorger pendant la nuit. Tu dis, oh, wow, 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 wow. Maintenant, les gens, ils sont tellement occupés à essayer de gérer les problèmes générés par la parchanoute, c'est-à-dire par la prise de tête, par la peur, par la lourdeur, qu'en fin de compte, ils ne s'occupent jamais du vrai problème. Mais le miroir, il renvoie exactement ce qu'il y a en face. Vous me suivez ou non? Tu mets une glace comme ça, tu mets une glace devant une glace, et on ne voit pas un poulet. Dans le reflet, il n'y a pas un poulet, non? Oui, non? Non. Ça dépend. Ah, les glaces au poulet. Ah, ils sont fous, les Américains. D'accord. Une glace au poulet rôti, ils vont le faire un jour. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que j'accepte que la réalité, elle me renvoie ce qui est en face, c'est-à-dire moi. C'est bon? Ouais. Donc encore une fois, c'est déroutant pour les gens qui se fuient, mais c'est éclairant pour les gens qui se recherchent. Ben oui, parce que quand tu vois la conséquence, tu comprends la cause. C'est comme si moi je parle et je vois que vous ne comprenez rien. Donc je ne vais pas dire vous êtes des brènes, je ne suis pas pédagogique. Mais si je vous vois tous en train de faire comme ça, ouais, j'ai deux solutions. Soit vous êtes devenus des chiens en plastique à l'arrière de la R12 qui bouge au feu rouge, soit vous comprenez ce que je dis. Vous adhérez, d'accord? Et bien c'est ça l'idée. L'idée c'est que nous on veut expliquer à notre femme et on voit dans ses yeux. On veut expliquer à l'enfant et on voit que dans son vécu il suit ce qu'on lui dit. On veut faire plaisir au client et on voit que le client est content. On veut demander à la banque et que la banque elle suive. Donc on veut tous l'effet miroir, on le veut tous, mais on est sélectif. Non, ce qui nous intéresse, ce qui nous dérange, non. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose, ouais. Parce qu'encore une fois, c'est un rapport. Donc quand tu réfléchis, on a dit, tout ça c'est quoi? Tout ce qu'on a dit maintenant, c'est le kavod. Vous vous rappelez ou non? Parce que le kavod, c'est le droit d'exister. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport d'effet miroir entre le rapport que toi tu as avec Dieu et le rapport que Dieu a avec toi. C'est comme si quand tu bouges, ouais, l'image dans le miroir, elle bouge. Vous avez fait l'expérience. Alors il y a des gens qui ont essayé de bouger plus vite que le miroir. Bon, ce qu'on appelle une entorse cervicale. Ça veut dire il essaie de tourner la tête plus vite que le miroir. Ouais. Il y en a un qui a réussi, ça s'appelle Lucky Luke. Tous les autres, ils se sont fait mal au cou. D'accord. Ben, c'est exactement pareil. Quand la personne a dit OK, c'est ça, Eke, Asher, Eke. D'accord? Je serai avec toi comme toi tu seras avec moi. C'est-à-dire, Keshem Sheata Ove Imi. De la même manière que toi, tu es avec moi, Ove, c'est le verbe être. Mais Ove, c'est le présent. Donc, de la même manière que tu es présent avec moi, je serai présent avec toi. Donc, toi, tu t'étonnes de l'absence de Dieu, alors que toi, tu es absent de la religion. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Brachot? Elle dit Hachem, il vient, il ne te voit pas à la synagogue. Il demande où est-ce qu'il est. Tu dis, je suis occupé, je ne suis pas au niveau, parce que c'est une synagogue qui est en étage. Donc, il faut prendre l'ascenseur pour être au niveau. D'accord? Dans tout, c'est comme ça. Tu manges pas cachère. Oui, tu comprends, à Jérusalem, c'est pas évident. Bah, ok. Tu fais pas Shabbat. Je suis prêt à le faire, mais ça tombe samedi. Ah! Tu mets pas les tefilines, j'ai peur de m'étrangler. Mais faut pas les mettre là. Donc ça veut dire quoi? C'est que tu auras toujours une raison, tu auras toujours un prétexte, tu auras toujours une réponse. Mais pendant ce temps-là, tu n'as pas mis les tefilines. Pendant ce temps-là, tu n'as pas mangé cachère. D'accord? Oh, toi, tu crois que c'est dans la religion. Mais dans toute la vie, c'est pareil. D'accord? Parce que tu dis à ta femme, ouais, on se parle jamais. Elle dit, pourquoi tu es venu me parler? Non. Ouais, tu fais la gueule. Pourquoi tu souris, toi? C'est que les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'en fait, ce que tu as devant toi, ça n'est que le reflet de ce que tu es. Les gens, par exemple, les gens qui stressent leurs enfants, eh ben leurs enfants, ils sont hypocrites. Ils comprennent pas. Mais pourquoi ils sont hypocrites? Pourquoi ils mentent? Pourquoi ils font en cachette? Parce que tu les stresses. Tu dis, mais il faut faire quoi alors? Hein? Il faut faire quoi? Alors il dit, il faut leur faire confiance. Ah, mais c'est dur de leur faire confiance. Pourquoi? Parce que déjà, pour faire confiance à l'autre, il faut avoir confiance en soi. Oh là là!
faut que tu ailles faire une thérapie, toi. T'as compris ou non? C'est-à-dire que ce que tu imagines le pire chez l'autre, en vérité, c'est ce que tu penses pour toi. Arodon Colo, effet miroir. Cousin de Marco Polo, très connu. Ouais. Donc, quand je suis dans cette logique-là, de Keshem, chez Ani Ove, d'accord? Ça s'appelle qu'Hachem, Hachem, il dit que si toi, tu es présent avec moi, moi, je vais être présent avec toi. Maintenant, le présent, c'est quoi? C'est le temps. Comment on appelle ça en français? Cette harmonie, cette homogénéité. En français, on appelle ça vivre avec son temps. Maintenant, les gens, ils croient que vivre avec son temps, ça veut dire mettre un soutien-gorge qui s'allume quand tu le regardes. Des trucs modernes. Fumer des joints, prendre de la coke, traîner avec des fous, faire partie de la jet set. C'est-à-dire que dès que tu fais partie de la set, ils te jettent. Comme en France, il y a une compagnie, quand tu arrives en retard, ils te jettent facilement. Easy jet. Mais easy, t'as même pas idée à quelle vitesse ils te jettent. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que... De quoi je parlais juste avant? Ah oui, le présent. C'est ça, vivre avec son temps. Vivre avec son temps, ouais, c'est vivre avec le présent que Dieu te propose. Comme moi, je suis là maintenant. Vous êtes mon présent maintenant. Vous êtes mon présent. Moi, je suis votre présent à vous. Maintenant, vous pouvez être là, d'accord, et bien vivre le présent, ou mal vivre le présent, que vous avez envie de casser le présent, ça s'appelle présent break, d'accord? Parce que tu es emprisonné dans le présent. C'est vrai, des fois tu es dans un présent, tu dis oh, je préférerais être ailleurs, pourvu que ça se termine, ou j'aime pas ces ambiances, j'en ai marre d'être là, je suis étouffé, je suis claustrophobe, mais c'est ton présent. Alors tu es dans un présent de Simcha, farha ambiance. Tu es dans un présent d'un enterrement. C'est un présent, t'es à l'hôpital. Je dis écoute, je vais mourir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir mes enfants? Toi tu dis attends, au lieu d'être devant un bon steak, il m'étouffe ce mec-là, là. Il me casse les... Mais c'est son présent. Donc vivre avec son temps, c'est vivre avec le présent qu'Hachem te propose. Donc là, ta femme, elle est belle, elle est mince, elle est tac, waouh, c'est ton présent. Maintenant, elle est au 9e mois de grossesse. Elle a pris 62 kilos. Elle est sur le canapé, on dirait une baleine échouée. Elle te dit aide-moi, fais-moi un bisou. Tu dis mais je suis pas Greenpeace, moi, qu'est-ce que je m'occupe des baleines? C'est une image, hein. Mais c'est ça l'idée, d'accord? Mais c'est le présent. Après, la femme, elle est vieille. Le mari, il est vieux. C'est notre présent. Une fois, une femme, elle a dit à son mari, chérie, tu m'as dit que tu m'aimeras pour toujours. Elle a dit oui. Il dit ça commence quand toujours? Parce que j'ai compris que ça dure longtemps, mais ça démarre un jour, non? Ça démarre quand? Le toujours. Ouais. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'en fin de compte, si on était capable d'accepter que chaque présent, c'est notre présent. Vous me suivez ou... Ouais. Encore une fois, il y a des présents agréables et des présents qui ne sont pas agréables. C'est pareil. Tu te maries, on te dit vous êtes mariés pour le meilleur et pour le meilleur. Donc il y a des bons moments, il y a des moins bons moments. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du tri sélectif. Ils se marient que pour les bons moments. Du coup, les mauvais moments, ils les étouffent puisqu'ils les ont refusés depuis le départ. Ouais. C'est comme quand tu vas au restaurant, il y a l'addition à la fin. Alors pourquoi l'addition est salée même quand tu as mangé sucré? Parce que tu la vis mal. Pourquoi les larmes elles sont salées, les larmes? Pourquoi? Parce que tu expulses la négation. Ouais. Pourquoi la sueur et les toxines? Parce que tu expulses les toxines. Donc ça veut dire que ça fait partie, que tu es bien content d'avoir fait du sport, mais tu as expulsé les toxines. D'accord? Donc tu es bien content d'avoir une bonne relation avec ton conjoint, mais il a fallu la confrontation, accepter la différence, fermer sa bouche, aller au bout de l'argumentaire et finir dans le shalom. C'est-à-dire qu'en fait, tu es passé par le salé pour arriver au sucré. Comme la sortie d'Égypte. Ouais. On commence par le mal
après on finit par le bien. Toute la vie, c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu acceptes pas les bons et les mauvais moments, et bien en fait, si tu subis et tu redoutes les mauvais moments, c'est parce que tu n'as accepté que les bons. Vous me suivez ou non? Et comme tu acceptes que les bons, automatiquement, par effet de contraste, plus le mal est redouté, plus il fait du mal. Parce qu'il n'est pas accepté. Maintenant, si le bien, c'est ce que tu acceptes, et le mal, c'est ce que tu refuses, donc il y a une différence. Dans la Torah, il y a une partie que tu comprends, une partie que tu ne comprends pas. Maintenant, sur la partie que tu comprends, eh ben, tu réfléchis. Sur la partie que tu ne comprends pas, tu acceptes. De la même manière, la partie qui te dérange chez l'autre, tu l'acceptes. La partie qui te dérange chez l'enfant, la partie qui te dérange dans le business. Il y aura toujours une partie qui te dérange. Maintenant, si la partie qui te dérange, tu la redoutes, fais attention, parce que dans la vie, on est toujours rattrapé parce qu'on fuit. Ce que tu fuis le plus, c'est comme les gens qui te disent, ah mais chétri, écoutez, je crois en Dieu, mais là c'est trop là. J'ai attendu 48 ans pour me marier. Le pire du pire du pire que j'ai imaginé, que j'ai dit, j'ai allumé des veilleux, je l'ai épousé. Mais c'est une erreur parfaite. Elle est exactement ce que je veux pas. Je dis, c'est normal. Pourquoi? Parce que ce que tu refuses de voir chez l'autre, c'est ce que tu supportes pas toi. Mais comme l'autre, c'est juste le reflet de ce côté. Donc ce que tu refuses chez l'autre, c'est ce que tu refuses chez toi. Donc la partie que tu refuses chez toi, elle existe quand même chez toi. Donc dans le miroir, elle apparaît aussi. Et comme l'autre, c'est ton reflet. Donc ça apparaît aussi ce que tu veux pas voir. Vous suivez, non? C'est comme si tu dis, j'ai une très belle veste, mais j'ai une chemise dégueulasse. Alors j'espère que dans le miroir, il n'y aura que la veste, il n'y aura pas la chemise. Mais bah, tu as la veste et la chemise. Donc dans le miroir, il y aura la veste et la chemise. Ça va? Maintenant, ce que tu supportes pas, ouais, automatiquement, tu stresses, tu es focus. Il faut bien prononcer le S, d'accord? Donc, comme tu es focus, ouais, sur ça, le reste est flou. Comme quand tu prends une photo, là où tu zoomes, c'est net, le reste est flou. Très dangereux, ça, de faire ça. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils zooment sur leur travail, du coup, leur famille, elle est floue. L'autre, ils zooment sur la secrétaire, sa femme est floue. Tu sais qu'il y a un phénomène bizarre chez les femmes, c'est qu'elles grossissent d'un seul coup. Elle était normale, et d'un seul coup, elle est grosse. Quand ça, le jour où le gars, il a employé une secrétaire mince. Il a employé une secrétaire mince, elle est assise toute la journée en face de lui. Il la voit, une beauté. Tu te demandes pourquoi, parce que de toute façon, les clients ne la voient pas, parce qu'elle répond au téléphone. Mais il dit quand même, au niveau de la société, c'est une belle image d'avoir une fille jolie et tout ça. Mais il ne la voit pas, les gens. Mais lui, il la voit, lui. Donc il a toute la journée une femme très belle devant lui. Il rentre à la maison, sa femme, la pauvre. C'est une élève du Rav Cellulite, qui lui-même a été formé par le Rav Kalori. C'est une yeshiva qui a démarré en Grèce, à Salonique, là-bas. Ouais. Et bien le gars qui a une secrétaire qui est très mince, il rentre à la maison, d'un seul coup il voit que sa femme elle est grosse. Et le pire c'est que quand il la voit, il dit mince. Alors qu'elle est grosse. Mais c'est quoi ton problème? Ton problème c'est que tu as comparé. Ils disent les goïms, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Pourquoi tu compares? Elle est belle ta maison. Ah mais t'as vu la maison de l'autre? C'est fini. Maintenant, tu habites dans un taudis. 1000 mètres carrés. Mais comme l'autre, il a 5000, l'autre, il a une piscine dans la voiture, une voiture dans la piscine. C'est ça. C'est très spécial. Hein, genre, il dit, ouais, mais moi, je ne l'ai pas. Alors, donc, maintenant, ma maison, elle est halala. Non, t'as une maison, t'es bien. T'es bien dedans. Une maison, une bonne maison, c'est une maison où t'es bien. Si t'es mal dans ta maison, même si elle est belle, c'est pareil ta femme, elle est belle. Parce que tu la vois belle. Si tu la vois moche, même toi, si tu te vois moche, t'es moche. Si tu te vois belle, t'es belle. Tu dis oui, mais il y a les canons de la beauté. Mais les canons, ça utilise des bombes, les bombes, ça explose.
On dit, oh, quelle bombe, elle va exploser. Comme les avions de chasse qui n'arrivent pas à se poser. C'est les avions de chasse, c'est normal. Et bien de la même manière, si toi tu acceptes de prendre la globalité, d'accord? La globalité, ça veut dire ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Ce que tu comprends, ce que tu ne comprends pas. Ce que tu sais, ce que tu ne sais pas. Ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie. Tu prends tout. Ce qu'on appelle la Emouna. Vous me suivez ou non? Oui. Chez les goïms, ça s'appelle la capacité d'adaptation. Et l'adaptation, en philosophie, c'est l'intelligence. Quand on dit en français vivre en bonne intelligence, ça veut dire vivre adapté. Donc, à chaque fois que je ne m'adapte pas, eh ben, ce que je refuse de m'adapter, c'est ça ce qui va me revenir dans la gueule. Donc, ça veut dire que l'immaturité, d'accord, c'est de continuer à fuir des choses que tu sais qu'elles vont revenir vers toi. Par contre, le contraire, quand tu les assumes, elles disparaissent. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un, il va être éprouvé sur une chose tant qu'il n'a pas accepté. Le jour où il accepte, hop, il passe de niveau. On n'a plus besoin de l'éprouver sur une chose qui est évidente. Donc, hop, il a une autre épreuve. Après, il accepte, hop, une autre épreuve. Alors à ce moment-là, il vaut mieux pas évoluer parce que ça augmente les épreuves. C'est comme les enfants qui ne veulent pas lire, parce que si j'apprends à lire une page, il va me demander de lire un livre. Il est malin, le glandeur. Ouais. Mais c'est faux, pourquoi? Parce que quand toi, tu fais de la musculation, ouais, donc quand tu soulèves 20 kilos, c'est lourd. Mais après, les 30 kilos, ils sont plus faciles à porter. Quand tu soulèves 30 kilos, c'est lourd. Mais les 40 kilos, ils sont plus faciles à porter. Donc, le fait de faire l'effort de porter te muscle et t'augmente ta capacité de porter. C'est comme si toi, tu as un magasin. Alors, tu dis, comment le mec, il arrive avec 150? Je dors pas, moi. Avec la cliente, la truc, la vendeuse qui vient pas, le rail de truc qui se ferme pas, le rayon qui est tombé. 150, comment il fait le mec? C'est un format. Format 1, format 2, format 3, format 4. Quand tu es à 4, tu dis pourquoi pas 5? Quand tu es à 7, pourquoi pas 8? Moi, je connaissais quelqu'un, il gérait 96 hôtels. Maintenant, toi, tu vois l'hôtel, le truc, les ascenseurs, les gens, les clients, les 90 personnes qui travaillent, les trucs, les femmes de ménage, l'inondation, l'assurance, 96 fois. J'ai dit, je vais mourir. Je vais peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Ouais. Bon, le gars, de l'autre côté, il était major promotion HEC. C'était pas un vrai non plus. Ouais. Central. Il a une tête pour ça, adapté à ça. Mais d'un autre côté, il l'a fait, il a grandi. Donc celui-là, il l'a fait dans la théorie à la fac. Celui-là, il est autodidacte. Il a grandi, et maintenant il gère. 5000 employés, le mec, il a arrêté au bac. Maintenant, la seule différence entre les études et grandir tout seul, c'est les cicatrices. Sont plus profondes. Ah oui, parce que quand tu te plantes en fac, tu as 0. Tu perds une année. Mais quand tu te plantes dans l'expérience, c'est un dépôt de bilan. 23 millions d'euros. Donc, c'est pas le même genre de... Puis c'est pénal en plus, ouais. C'est que quand tu prends pas le temps de réfléchir, on va te trouver du temps pour réfléchir. En prison. Et c'est vrai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette manière-là d'accepter ce qui me dérange et de grandir, en fait, c'est quoi? Parce qu'au début, ce qui n'est pas adapté, ça t'énerve. Au début, ça te choque. Après, ça t'énerve. Après, tu l'acceptes. Et après, c'est quoi le niveau supérieur? Tu rigoles. Tu vois que le mec qui te plante, tu rigoles. Tu rigoles. Ouais. Tu vois que le mec qui te fait la queue de poisson, tu dis, de toute façon, il va mourir cette année. Donc tu rigoles. Ouais. Tu vois ton fils qui te fait une petite embrouille et tu crois que t'as pas compris. Tu rigoles. Maintenant, si tu as le même âge que lui, tu t'énerves. Ouais. Et si tu as 30 ans de plus, comme la moyenne, tu rigoles. Tu dis, il croit que j'ai pas compris. Ouais. Alors, le fait que tu arrives à rigoler, et la rigolade, c'est quoi? C'est un signe de détente. Ça veut dire que tu es détendu par rapport à l'événement. Donc, tu l'as accepté. Par contre, si tu t'énerves, ça veut dire que tu n'as pas de recul. Donc, c'est épidermique. Si tu es épidermique, c'est que tu es quelqu'un de superficiel. C'est que l'événement,
il te prouve la personne que tu es. Audon Kolo, par effet miroir. Comme le docteur. Il regarde la radio, et il te raconte ta vie. Tu dis, oh, écoutez, je suis pas ce mec-là, moi. Hein. En plus, je suis pas en noir et blanc, moi, je suis en couleur. Puis là, c'est tout inversé. Le blanc, il est noir, le noir, il est blanc. Le mec, il lit la radio, il te raconte ta vie. Comme tu veux ou non. C'est beau, c'est le dentiste, il te dit, ah, décollement de la gencive, ah là, vous avez un truc, ah là, il y a trois caries. Attends, mais c'est pas possible, toi, tu fais comme ça, je comprends pas. Parce que toi, tu vois l'extérieur, lui voit l'intérieur. Quand est-ce que tu vas faire un scanner de ton couple? Quand est-ce que tu vas faire un scanner de ta relation avec ton enfant? Quand est-ce que tu vas faire un scanner de ton business à chaque fois? C'est-à-dire, tellement tu as déposé les bilans que tu as créé un entrepôt. Il y a des grandes étagères et tu poses les bilans. Ça s'appelle un dépôt de bilan. Il n'y a que des bilans. Un bilan à côté de l'autre. Jamais tu gagnes. Tu dis non, avec le prochain, je vais me refaire, je vais me rattraper. Ouais, comme ils font les joueurs de poker. Ils plantent, et après ils rejouent. Et là, ils sont sûrs qu'ils vont. Et ils replantent. Le casino ne perd jamais. Bah oui. Parce qu'en fait, tu sais quand est-ce que tu as perdu? Quand tu as accepté de jouer. Le casino, il perd jamais, vous savez ça. Il gagne toujours. Même quand tu gagnes, il gagne. Ouais. Donc, tu sais pourquoi tu as perdu? Parce que tu as joué. Tu dis, mais de l'autre côté, hein, on ne peut pas gagner si on ne joue pas. Hein. C'est faux. Les vrais joueurs professionnels de poker, ils ne jouent pas. Ils travaillent. Ils comptent les cartes, ils repèrent les pigeons, ils savent avec qui faire de l'argent. Et dès qu'ils voient qu'il y a une proportionnalité de perdre, ils ne misent pas. Ils lâchent, ils ne jouent pas. Et ils gagnent. Hein. Moi, je connais un gars, il gagne à peu près entre 8 et 10 000 euros par jour. C'est un professionnel. Il va dans les cercles à Paris, il tourne. Il est jeune, hein. Il joue, il voit les pigeons. Il fait genre le nia, l'autre il dit ah je vais le planter. Et lui, mais lui il joue pas lui, il joue pas, il travaille. Toi tu joues, c'est ça que tu perds. Tu joues, tu perds. Tu dis on sait jamais, avoir de la chance. Bien sûr, genre le bon Dieu il a 3 milliards d'euros qu'il il les a pas vus, il les fait tomber, il tombe chez toi. Il s'est trompé dans les comptes, il en a trop. Mais si quand tu perds exactement ce que tu dois perdre, alors quand tu gagnes, tu crois que tu gagnes plus que ce que tu dois gagner, c'est précis. Vous suivez ou non? C'est comme si tu reçois les résultats sanguins. Alors le médecin il te dit, 3,86 de cholestérol, c'est beaucoup. Ah, tu t'avais qu'à le dire à l'envers. Déplacer la virgule, je peux pas. C'est marqué. C'est précis la vie. La vie c'est précis. D'accord? Maintenant, encore une fois, les gens qui aiment la précision, c'est les gens qui l'assument. Les autres, ils aiment le flou. Parce que la nuit, tous les chats sont religieux. Et c'est vrai. Tu dis, mais écoutez, Rabbi Chéri, je ne peux pas savoir, elle est venue. Oh Hachem, Anachem, oh Hachem. Comment je pouvais savoir que c'était un pervers narcissique? Comment je pouvais savoir que son ex-femme, elle s'est pendue? Comment je pouvais savoir qu'il touchait les petits garçons? Bah parce qu'il y a des clichés. Mais il ne faut pas faire un cliché. Il faut faire une radio. Quand tu fais une radio, tu vas parler avec son ex, tu vas comprendre. Ah, tu dis, oh, mais il m'a dit ça. Et t'as déjà vu un mec qui dit, je suis un tordu. Va faire des radios, c'est pareil. Le mec qui veut te vendre l'affaire. Donnez-moi, pas l'exercice de cette année, l'exercice de l'année d'avant. Ou là, des 2 ans avant. Je veux voir. Parce que cette année, t'as gonflé les chiffres, c'est normal, tu veux les vendre. Mais avant, tu voulais pas vendre, donc c'est les chiffres réels. Toute la vie, c'est comme ça. Quand tu connais quelqu'un, tu connais pas. Quand tu le dis de l'extérieur, waouh. Quand tu le côtoies, tu dis, bon, ça y est, je sais qui il est maintenant. Parce qu'en fait, à force de le côtoyer maintenant, tu as fait une radio. Donc tout ça pour dire que dans la logique de l'effet miroir, oui, il y a un rapport qui est de ce que j'ai en face de moi et moi. Et ça, je le fais exister par le kavod. Et le kavod, c'est quoi? On a dit, c'est la louange. Et Hachem, il a dit, je n'ai créé ce monde que pour me louer. Lo barati et haolam elal irvodi. Donc, c'est quoi la louange de Dieu? Kol haneshama. Kol haneshama, te alelia, aleluka. Maintenant, on a dit Kol haneshama, c'est Kol haneshima. Chaque respiration. Ça veut dire qu'en fait, le Gaon de Vilna, il dit que le nombre de respirations, il est compté.
Quand quelqu'un vient dans ce monde, ouais, on lui a calculé qu'il va faire, par exemple, 132 757 832 respirations. Dès qu'il va finir la dernière, il meurt. Tu dis, mais moi je croyais que ça se comptait en jours, ça se comptait en heures. Non, ça se compte en respiration. Ça va? Maintenant, dans la Kabbalah, on appelle ça les nitzutzot, les étincelles. Ouais. Les étincelles, elles sont dans la Neshama. Or, comment c'est que quelqu'un est vivant? Parce qu'il respire. Vous savez pourquoi on fait pleurer un bébé quand il est né? Non, pour lui faire accepter qu'il est tunisien. Non, non, c'est parce que on veut vérifier qu'il respire. Comment quelqu'un il meurt? Vous savez comment quelqu'un il meurt? Le dernier souffle. Donc, le premier souffle. La Gemara dit la vie commence par un souffle et la vie se termine par le souffle. En fait, toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On souffle. Maintenant, le souffle, en hébreu, c'est Neshima, la respiration. C'est les mêmes lettres que Neshama. Tant que quelqu'un respire, ça veut dire qu'il a une Neshama. Quand il s'arrête de respirer, on sait que la Neshama l'a quitté. Mais la Neshama, elle, vous savez très bien qu'en même temps, c'est-à-dire que la représentativité physique de la Neshama qui est spirituelle, c'est le souffle. D'accord? Or, on sait que la volonté vient de la Neshama. Donc, par transitivité, si la volonté vient de la Neshama et que le souffle est la représentativité de la Neshama, donc en maîtrisant le souffle, on maîtrise la volonté. C'est pour ça que les managers, on leur apprend à respirer. Les chanteurs, on leur apprend à respirer. Les sportifs, on leur apprend à respirer. Les femmes qui accouchent, on leur apprend à respirer. Même quelqu'un qui panique, parce qu'il est d'origine espagnole, parce qu'il il se panique. Quand quelqu'un il se panique, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? Tu dis respire à fond. Ouais, vas-y, prends une grande inspiration. C'est quand t'as peur. Respire, respire. Pourquoi ça te calme? J'ai dit, parce que j'arrivais pas à respirer. Mais non, en fait, quand tu respires pas, tu oxygènes pas le cerveau. Comme tu oxygènes pas le cerveau, il marche moins bien. Comme il parle moins bien, tu comprends rien. Quand tu comprends rien, tu paniques encore plus. C'est pour ça que les commandos, les SEAL, Marines, SEAL, je sais pas quoi, les gars, ils respirent au même rythme, le même rythme cardiaque, malgré l'adrénaline, malgré les nerfs, malgré que les balles elles volent, malgré les grenades. Ils respirent. Alors que toi, tu rates le métro, déjà, on te pose une question où tu étais hier soir. Donc ça veut dire que la respiration, vous avez compris, puisque c'est le nombre de respirations, il est compté. Donc en fait, l'unité de vie, c'est pas les jours et les années et les mois et les secondes. L'unité de vie, c'est la respiration. Donc chaque respiration, c'est une unité de vie. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention de ne pas gaspiller son souffle. Parce que le rythme du souffle, la conscience du souffle, vous savez aujourd'hui, ils appellent ça la respiration consciente. Vous connaissez ça? C'est une forme de thérapie. Un truc chinois comme ça, là. Ils mettent le doigt comme ça. Ah, c'est vrai, hein? Et ils se concentrent sur leur respiration. Tu oublies tout. Les soucis, l'angoisse, le bruit, le téléphone. Tu oublies tout. Et tu te concentres sur ta respiration. Et ça amène une sérénité. Ça régénère, ça... Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la respiration, c'est la vie. Maintenant, quand toi, tu inspires, ça t'inspire. Quand toi, tu expires, comme le dernier souffle, c'est une expiration. Donc la personne, elle meurt en expirant. Donc en fait, à chaque fois que tu expires, tu meurs un peu. C'est pour ça qu'il y en a qui tournent leur belle-mère en cherchant la date d'expiration. Et ouais, c'est quand la date d'expiration? Elle n'expire jamais, celle-là. Je ne sais pas non plus. Il faut suivre un petit peu. Donc ça veut dire quoi? Non, j'ai rien contre les belles-mères. Hein. Mais on sait qu'Adam Arishon n'en a pas eu et il a vécu longtemps.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que inspirer, c'est vivre, expirer, c'est mourir. Ton coach de sport, il va te dire, au moment où tu fais l'effort, tu inspires. Parce que tu charges en oxygène, le muscle, il est puissant. Quand tu baisses l'effort, tu expires. Ouais. De la même manière, tu as une rama devant toi, souffle. Tu as un bonheur devant toi, charge. Tu vois un beau paysage, le sourire de ta femme, je sais pas moi, un enfant qui réussit, tu fais comme ça. Moi, je l'ai vu nulle part, ça, mais je le fais, hein, la vérité, je le fais. Je suis un peu cinglé, mais je le fais. Moi, quand j'écoute Berkat Kohanim, j'imagine les mots qui sortent de la bouche des Kohanim. C'est-à-dire que quand il dit Yevarechecha, je vois le Yud, d'accord, le Bet, le Resh, le Chav, Sofit, Yevarechecha, je le vois en lettres comme ça qui sort, comme de la fumée de cigarette. Moi, je vois les lettres. Et elle est portée par le souffle du Kohen. Et le souffle, on a dit qu'il représente la Neshama. La Neshama, c'est quoi? C'est le récepteur. Dieu, c'est l'émetteur. Émet. Donc Dieu, il envoie la bracha qui passe par la Neshama du Kohen, qui passe par le souffle du Kohen, qui parle par la voix du Kohen, et toi, tu reçois ça. Alors pourquoi tu reçois qu'avec les oreilles? Reçois physiquement. Physiquement, concrètement, tu aspires. Et d'ailleurs, des gens qui sont en grosse dépression ou quoi, je leur dis de faire ça. Mais la vérité, j'ai vu nulle part. Hein. Ils me disent ça va mieux. Bah oui, parce que déjà, tu dois, par exemple, vous savez, quand on fait Berkat Kohanim, il y a beaucoup qui font l'erreur, ils se mettent de dos, parce il y a le père, le grand-père, il est là, tout le monde se met vers lui. Mais il ne faut jamais tourner le dos au Kohen, parce que tu reçois la bracha. Même si tu te mets en dessous du talit de ton père, tu te mets toi à face et lui, il te met le talit sur la tête. D'accord? Donc, tu mets le visage, ouais, il y a Er Panav et Lecha, ouais. Donc, toi, tu as le visage vers le Kohen. Les yeux, il ne faut pas regarder, d'accord? Tourner vers le Kohen. Et après, le souffle, les oreilles vers le Kohen. Alors, prends aussi l'image du son. Prends le souffle. Prends-le. D'accord? Comme quand on dit en français, absorbe les paroles. Tu vois, un chacham, absorbe les paroles. Aspire. Ouais, tu aspires à devenir comme lui. D'accord? Alors que l'autre, il aspire la cocaïne. Sous prétexte qu'il s'est fixé une ligne. Parce qu'elle est blanche. Non, il faut aspirer. Aspire la vie. Aspire. Ouais. Les gens qui ont le souffle court, tu vas voir qu'ils ont des projets petits. Quelqu'un, il a des grands projets. Moi, j'ai donné des cours à des gens très, 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 très riches. Pas des gens start-up, start-down. Non. Et je voyais le gars signer devant moi, à l'époque, des 30 MF, 94 MF, 120 MF. C'était 120 millions de francs. Le mec, il signait devant moi, tranquille, détente. Comme si toi, tu achètes ton fils, il dit, je veux un vélo. Tu dis, ok, allez, 83 €. Allez, capara. Mais lui, 120 millions d'euros, tranquille. Il achetait vous savez, aux Tuileries, là-bas, avant la Concorde. Ça, un pavé, là. Un carré, un pâté de maison. 20 milliards. Il vendait 2 semaines après 30 milliards. Il travaille comme ça. Mais jamais la main, elle tremble. La voix, tu dis, attends, si ça se fait pas, la banque, elle suit pas. Ouais. Non. Alors moi, j'étais pas impressionné par les milliards. J'étais impressionné par la sérénité. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait, ce mec-là, pour être tellement serein? Parce que, ou il est fou, ouais, ou il a un recul incroyable. Il dit, ça, c'est ça. Ça s'appelle, en fin de compte, que tu es concentré sur la respiration. Et comme la respiration, elle représente la volonté, tu es concentré sur la volonté. Ça s'appelle en français recentré. Ouais. Et comme tu es concentré sur la respiration et que la respiration elle vient de la Neshama, donc tu es concentré sur la Neshama. Et comme la Neshama elle vient de Dieu, donc tu es concentré sur Dieu. Maintenant, concentré sur Dieu, c'est la première halakha du Shulchan Aruch, c'est marqué Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je placerai Hashem, je ferai régner Hashem devant moi perpétuellement. C'est-à-dire que tu as Hashem devant toi. Ah, tu dis, oui, mais comment on fait quand on n'est pas religieux? Bah, t'as ta femme, c'est pareil. Quand ta femme, elle parle, tu écoutes, tu dis, bon, Hachem, il me dit quelque chose à travers ma femme, parce qu'elle me le dit par amour. Mon mari me dit, on parle pas des fous maintenant, des gens normaux. Donc, quand tu exprimes une bonne volonté, puisque cette volonté, elle vient de la Neshama, donc c'est Hachem qui parle à travers la parole de l'autre. Ton fils, il te dit quelque chose.
Ouais, tu dis, papa, t'es goy? Quoi? Comment ça, tu parles à ton père? C'est honteux. Bah, papa, tu m'as dit, quand je t'ai dit samedi, pourquoi il prend la voiture celui-là? Tu m'as dit, bah, c'est normal, il est goy. Alors, quand je t'ai vu prendre l'ascenseur, je pensais que t'étais goy. Tu peux le baffer, ouais, comme on faisait au Maroc, ou tu peux dire, il a raison. Il a raison. En vérité, je suis pas cohérent. T'as de la chance encore qu'il est encore cohérent, ton fils. Parce qu'un jour, il va être comme toi. Il va être cohérent avec ses incohérences. Parce que tu manges le cachère, sauf en dehors de la maison. Genre, ça veut dire que tu as 2 estomacs, toi. Toi, tu es pudique, mais qu'en hiver. Donc, tu n'es pas pudique. Donc, ça veut dire que cette capacité-là à être avec ta respiration, ouais, et tu te réfléchis, tu dis que chaque respiration, elle a été créée pour faire le kavod d'Hachem. Ça va? Donc c'est encore plus qu'une opportunité, ou un moment, ou un présent. C'est chaque respiration. Tu vas parler, réfléchis. Tu vas construire ou tu vas détruire. Moi j'ai l'habitude avec les couples. Je dis faites-moi plaisir, mettez un filtre. Chaque fois que vous voulez parler, vous dites, avant de parler, avant de parler, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ça. C'est pour faire avancer le couple ou c'est faire reculer le couple? C'est pour piquer ou c'est pour expliquer? C'est pour quoi faire? Réfléchir avant de parler. Des fois, ils sont devant moi, c'est encore plus rigolo. Ils sont là devant moi. On a passé déjà 4 heures ou 5 heures. D'accord? 2 heures chacun, plus 1 heure avec le couple. Et je leur dis, écoutez, là, je vous ai reçus séparément. Maintenant, je vous reprends ensemble. N'imaginez pas qu'on va faire un rendez-vous. Je suis en vacances. D'accord? Eh ben, la personne, elle fait comme ça. Elle saute. J'ai dit, avant de parler, là, réfléchissez bien. On a passé 5 heures. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez construire? Vous allez détruire. Elle dit non, mais c'est pour une anecdote. Anecdote, on s'en fout. Non, c'est pour expliquer. Pourquoi il est demeuré, l'autre, il n'a pas compris. C'est pour illustrer. On n'est pas des fous. C'est pour quoi faire? Mais tu verras que c'est pour foutre la merde. Rappelez-vous cette phrase très connue de la pensée populaire marocaine. On ne regrette jamais les mots qu'on n'a pas dit. Les mots que tu n'as pas dit, tu ne peux pas les regretter. Les mots que tu as dit, tu les regrettes. Ouais, mais les mots que tu n'as pas dit, tu les as pas dit. Tu dis, ouais, alors c'est quoi, j'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de parler. Parler, tu as le droit, mais rôter, tu n'as pas le droit. C'est pas poli de rôter, non? Quand tu sors le mauvais qui est en toi, ça s'appelle le rot. Ne rôte pas. Va à la salle de bain rôter. Mais si tu dis, j'arrive pas à me retenir, ça vient du cœur. C'est une réaction naturelle. C'est bien. Tu viens de découvrir que les animaux qui font partie de la nature ont des réactions naturelles et les adultes qui ne sont pas des animaux ont des réactions surnaturelles. Maintenant, surnaturel, c'est quoi? C'est pas d'être capable de marcher sur l'eau. Ça s'est fait déjà, mais... Non. Surnaturel, c'est que tu as une grosse colère et tu dis rien. C'est surnaturel. D'accord? Tu es pressé et tu prends le temps de t'occuper de ton fils. C'est surnaturel. Peut-être raconte des lourdeurs, mais tu dis c'est pas grave. Elle a besoin de parler, j'écoute. C'est surnaturel. C'est ça surnaturel. En fait, d'être surnaturel, c'est d'être naturel. Mais naturel, pas par nature. Vous suivez ou non? C'est comme cette semaine, une maman, elle m'a amené sa fille qui est avec un goy. Je lui ai dit, ouf, à la fin d'un cours, m'a amené ça. Moi, j'ai parlé. Mais en vérité, la fille, elle est jeune, elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Moi, je viens de faire un cours d'1h30. Et maintenant, je dois lui parler. Alors, j'ai expliqué, vous êtes très jeune. Quand vous dites je, c'est pas vraiment construit. Quand vous dites veux, c'est pas vraiment maîtrisé. Donc, quand vous dites je fais ce que je veux, en vérité, vous pouvez pas le savoir. Maintenant, comme on est trop jeune pour faire les bons choix, c'est pour ça qu'on a besoin de l'expérience de gens plus âgés. C'est pour ça qu'on a des parents, qu'on a des amis, qu'on a des rabbinim, quand ils sont normaux. Ouais. Donc, c'est ça l'intérêt. Mais si tu dis non, moi j'ai pas envie. Et je la voyais, elle était comme ça. Ça veut dire, genre, c'est un guet-apens, je leur aveuille des trucs, on manipule, on me laisse pas vivre, je fais ma vie. Je peux pas lui dire que t'es une connasse, elle est jeune. C'est vrai, non? Alors je lui parle gentiment, je lui explique. Pour qu'elle, elle dise, oh là là, qu'est-ce que j'ai été con. Mais je l'ai pas dit, moi. Bah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, quand tu vois quelqu'un
de bonne volonté, gentil, par amour et intelligent, qui prend du temps pour toi, réfléchis. Ou non, tu restes non, 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 non. Alors je dis, c'est vrai que ce que je vous dis, c'est pas adapté à votre âge, parce que vous êtes dans l'âge, on appelle l'âge bête, ouais. Mais essayez de vous projeter dans votre avenir, ouais, pour vous dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez prendre une décision qui va engager votre avenir. Et ça, c'est très compliqué parce que pourquoi les plus grands choix de la vie, on les fait à un âge où on n'est pas prêt à les faire, où on n'est pas capable de les faire. Donc, tu as deux solutions. Toi, la Emouna, en Dieu et en tes parents, ouais. Soit le mazal, toi et ton mazal, tu es tombé sur le bon. Mais si tu tombes sur le mauvais, parce que vous savez que le Yetzirah aussi il fait des shidduchim. Il n'y a pas que Hachem. Hein. Il fait des shidduchim, le Satan. Après tu te dis, mais c'est pas possible, mais comment c'est possible? Comment Hachem il a pu laisser faire une chose pareille? Si tu mets ton cerveau, ton cœur, ta vie, tes nerfs, tu allumes des veilleuses, tu pries, tu fais de la zdaka, tu tombes sur le mauvais, c'est fallait que tu passes par là. Parce que la planche de bois aussi, quand elle voit la lime, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Mais la lime, elle va rendre la planche droite. Mais elle fait mal, elle fait Et l'autre te dit, ça fait du mal de se faire râper la gueule. Ouais. Je te dis, si tu avais travaillé à l'école, tu n'aurais pas eu besoin de prendre des claques dans le travail. Si tu avais travaillé tes midotes avant, en tant que célibataire, tu n'aurais pas eu besoin de le faire en tant que marié. Vous me suivez ou non? C'est qu'en fin de compte, la lime, c'est toi qui l'appelles. Tu dis, viens ici, je suis plein de boss là, viens me rendre droit. Viens me mettre à plat. Viens. Ah, il y a des boss. On va limer. C'est moi qui fais ça. Moi, j'avais tellement peur de ça. Moi, à 14 ans, j'ai commencé à réfléchir au mariage. Il n'y a pas ce qui est je veux me marier. Non. J'ai la patience, l'écoute, l'acceptation de la différence, la communication, la communion, des heures et des heures, pour essayer d'être prêt à 20 ans, pour essayer. Mais quand les mecs, la veille du mariage, en sortant d'une semaine au ski et de 4 heures à la PlayStation, ils te disent, mon Rav Ben Chetrit, je me marie demain. Alors, en une phrase, le Shalom Bayit. En un mot, le Shalom Bayit. J'ai envie de te dire un mot, mais... c'est un gros mot. Comment veux-tu que je te donne les clés de la vie en un mot? Des fois l'inverse. Des fois je fais un cours d'1 heure et demie. Alors le gars il lève la main. Oh, grave, en une phrase, si on veut résumer ce que vous dites. Je lui dis, mais jeune jbeb, si je pouvais le dire en une phrase, je n'aurais pas dit en 1 heure et demie. Parce que les gens ils croient que je parle longtemps. Mais t'as pas compris, le discours il n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le parcours psychologique que tu fais avec moi pendant le discours. Que tu rentres à un niveau, tu sors de l'autre côté à un autre niveau. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans l'invisible. Pas dans le visible. Dans le visible, c'est un discours. Voilà, je suis là, je parle, vous écoutez, on enregistre, ça filme. Ouais. Non, c'est pas intéressant ça. C'est intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête. Tu dis, oh là là, il a raison, je vais faire ça. Oh, mais ça s'est passé comme ça. Le seul piège, c'est d'essayer de ne pas penser à l'autre quand je vous parle à vous. Parce que les gens, ils n'arrêtent pas de penser à l'autre. Voilà, mais comment il connaît ma femme? Non, c'est... non, c'est que toi, tu penses pour toi, et elle pense pour elle. Maintenant, si toi, tu n'as pas confiance que l'autre, elle a entendu, parce que des fois, tu reçois des gens, et la femme, elle dit, ah, vous pouvez répéter? Je sais pas pourquoi vous avez pas... Pourquoi vous voulez qu'il entende à nouveau, lui? L'autre, c'est un demeuré, l'autre. Ouais. Donc, vous avez compris, en fin de compte, que si chaque respiration, en fin de compte, quoi, c'est une opportunité, parce que tu vois, il y a ton corps et il y a la réalité. Le lien entre l'homme et la réalité, c'est quoi? C'est le souffle. Regarde. Tu vois? Hop, je mets dans l'air. Là, je prends l'air. Là, je prends l'air qui est public, je le rends privé. Là, je prends l'air qui est privé, je le rends public. D'accord? Je prends de l'air, je garde l'oxygène, je rejette le gaz carbonique. Si tu fais l'inverse, tu vas mourir. Donc, dans la vie, tu prends le positif, d'accord? Et tu te préserves du négatif. Maintenant, ce rapport que tu as entre ton corps et la réalité,
En français, ça s'appelle le rapport avec le présent. Maintenant, si tu comprends que chaque situation de vie, ouais, en fin de compte, ce que toi tu appelles une épreuve, en fait, c'est une opportunité. Donc le mec qui t'énerve, en fin de compte, il te donne l'occasion de devenir patient. Le mec qui te demande, il donne l'occasion de devenir généreux. Aussi oui ou non? Le mec qui comprend pas, il te donne l'occasion d'être pédagogue, parce que comme tu dois lui expliquer mieux, donc toi tu augmentes ta pédagogie. Et lui il comprend. Alors que toi tu dis, écoute, j'ai pas envie de répéter, t'es brel. Mais pourquoi le bon Dieu t'envoie toujours des gens qui comprennent pas? C'est pour rendre intelligent. Parce que même le rave, il devient fort grâce aux élèves. Mital midai yoter mirabotai. J'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. Donc ça veut dire que toi, tu peux regarder chaque réalité comme une opportunité plutôt que de regarder comme une épreuve. Maintenant, tu verras que les gens qui n'arrivent pas à se remettre en cause, chaque réalité, c'est une épreuve. Et les gens qui veulent se remettre en cause, chaque réalité, c'est une opportunité. Après, c'est comme tu veux. D'accord? Donc ça peut être une longue série de souffrances, parce que tu ne trouves pas où te garer, ta femme elle ne comprend pas ce que tu veux, ton fils il fait le contraire, le client il ne rappelle pas, la voiture elle ne démarre pas, le costard tu n'as pas pris le pantalon qui va avec la veste, la chemise il y a une tache, la cravate tu ne sais pas faire les nœuds, toute ta vie ça peut être la mer. Ouais. Ou tu peux faire le contraire, t'arrives, t'as raté le train. T'es arrivé, t'as raté le train, t'as couru, t'as raté le train. Si t'as négligé, ça marche pas, parce qu'il n'y a pas d'aide divine dans la négligence. Mais si t'as fait ce que t'as pu et t'as raté le train, regarde autour de toi, il y a un mec à qui tu dois parler. Il va venir. Moi, tous les jours, j'ai ça. Tous les jours. Rabbi Shitrit, c'est pas possible. Je vais prendre le train de 1 heure. J'ai avancé à midi. Il dit, moi, je devais prendre le train de 11 heures, je l'ai raté, j'ai pris celui de midi. Il dit, ça fait 2 mois et demi que j'essaie de vous joindre. Je dis, faites voir la place dans le TGV. 42, 43. Dis-moi, l'ordinateur, il organise les rendez-vous, quoi. 42, 43. Il y a 300 places dans le TGV. 42, 43. C'est beau, non? Je vais raconter le Transavia, vous avez raconté celui-là ou non? Il est beau. Celui qui ne croit pas en Dieu, il va mourir après cette histoire. Laurence, viens-moi là. Un jour, j'étais en Israël et j'étais en train de prendre le taxi pour aller à l'aéroport. Et le téléphone il sonne, le téléphone israélien. Voilà, je suis triste, voilà, j'ai 35 ans, je ne suis pas marié. Et j'ai ça, et j'ai rencontré un garçon, mes parents ils sont contre. Je dis attendez, on va remettre les choses dans le contexte parce que quand on enlève le texte, il reste le... Bon, alors elle me dit, voilà, depuis que je suis petite, mes parents, t'es grosse, t'es bête, t'es nulle, t'arriveras à rien, tu feras rien de ta vie, t'es bidon, regarde ton frère, regarde ta soeur, regarde ta cousine. Hein. Ah, je me suis battu, j'ai fait les études. Ils m'ont dit, t'es une demeurée, j'ai fait des études. J'ai fait des longues études. Après, j'ai réussi. Après, j'ai dit, je vais faire l'ELIA, j'ai réussi. Après, j'ai dit, je vais faire l'équivalence, j'ai réussi. Après, j'ai dit, je vais trouver du travail, j'ai réussi. Chaque fois, tu réussiras pas. Et voilà, j'ai trouvé quelqu'un. Et mes parents, ils veulent rien savoir. Ils me disent, non, c'est pas notre style, c'est pas notre genre, c'est pas notre origine, c'est pas notre niveau, c'est pas notre truc. Je dis, écoutez, vous avez 35 ans. Il faut y aller, là. Bon. Elle me dit, oui, mais j'ai peur, j'ai honte. Bon. Je dis, bon, dites-lui au garçon qui m'appelle. Maintenant, je suis dans le taxi, moi. Le mec qui m'appelle. Je dis, quel âge tu as? Mais il a 36 ans. Je dis, écoute-moi bien. Je m'appelle Yechia Ben Chetrit. Elle me dit, ah, je vous connais, quel honneur. Ne te réjouis pas vite parce que je vais te tuer maintenant. Je dis, maintenant, je vais faire le père. D'accord? Ton âge, ton truc, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as redoublé? Jusqu'à quel âge t'as fait pipi au lit? Pourquoi t'as fait ce diplôme? Pourquoi tu travailles pas dans ton domaine? Est-ce que t'as fumé? Est-ce que t'as pris? Est-ce que t'as été interné? Est-ce que t'as pris des trucs? Est-ce que t'es bipolaire? Je l'ai tué. Sa race, sa famille, sa mère, son père, tout. 1/2 heure, je l'ai scanné. Il a survécu. J'ai dit, écoute, moi, je pense que c'est bien. J'ai rappelé la fille, j'ai dit, écoutez, il a survécu, c'est un bon gars. Parce que j'ai l'air gentil comme ça, mais je suis très très méchant. Bon, ok. Écoute bien. Maintenant, elle raccroche. Et moi, j'arrive dans l'avion, Transavia, 3 vols par jour. Je rentre, je suis rangé 11. Rangé 10, un couple, il se lève.
2 personnes comme ça. Ah, Hamed Chetrit, Mila Shamim, on voulait vous parler. Notre fille, elle veut se marier avec quelqu'un que nous on veut. C'est-à-dire, comment tu vois ça, tu crois pas en Dieu? Maintenant, la vérité, à chaque fois que je raconte cette histoire, les gens me disent, mais comment ça s'est terminé? Et bien, la vérité, attendez, je sais moi. La vérité, j'ai pas eu de suite. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des fois, tu sais, tu es un intermédiaire. Tu fais ça, tac, tac, l'autre tu fais ça, l'autre tu fais ça, tu fais ça, à la fin, la voiture, elle sort de chez Renault. Mais chacun, il a fait un morceau. Bon. Et ben, j'étais en cours je sais pas, un peu, au Péreux. Et il y a une femme qui vient me voir, elle me dit, Ramet Chetrit, je voulais vous dire, parce que peut-être que vous ne savez pas la suite, mais bon, c'est mon fils qui avait parlé avec vous là, au téléphone, et je dis alors, il me dit, son mari, ils ont un bébé. Bon, Hachem. Je dis, et les parents, toujours au Simchen. Bon, je ne peux pas demander à un léopard d'écrire un poème. Alors, un salopard, n'en parlons pas. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu rentres, le téléphone, il sonne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu rencontres quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Ta femme, elle te dit, il faut qu'on parle. Il y a quelque chose qui passe. Il n'est pas dit, il est 3 heures, je suis fatigué. Réfléchis, ça fait 17 ans que tu attends qu'elle vienne vers toi. Ton mari te dit, mon amour, je veux qu'on parte ensemble. C'est la première fois que c'est lui qui propose. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, non, c'est trop facile maintenant, tu as une idée derrière la tête. Mais t'es moi là ou quoi? Depuis 17 ans, tu allumes des veilleuses pour que l'initiative, elle vienne de lui. Maintenant qu'il a pris l'initiative, tu lui dis, ouais, c'est parce que le rabbin t'a dit. Comme des fois, elle va même dire, dites à mon mari, il me dit pas assez je t'aime. Je dis, mais ça sert à rien que je lui dise, parce que quand je vais lui dire, tu vas dire, ouais, c'est parce que le rabbin t'a dit. Quand tu dis pas, c'est ta faute. Ouais. Quand tu dis, c'est à cause de moi. Ça se termine jamais. En vérité, c'est simple. C'est parce qu'on n'est pas dans une logique de bonne volonté. Quand on est dans une logique de bonne volonté et de Emouna, donc sur encore une fois, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je comprends, ce que je maîtrise, eh ben, je le vis, il n'y a pas de problème. Ouais. Et ce qui est à venir, ce que je ne perçois pas, ce que je ne comprends pas, eh ben, j'ai la Emouna. Donc, je vais en même temps ne pas gaspiller mon présent, parce que j'ai compris que chaque présent, c'est une occasion de louer Hachem, une occasion de faire exister Dieu, une occasion d'améliorer le système, une occasion d'améliorer la relation avec l'enfant, avec le conjoint. Chaque seconde, il n'y a rien y a rien pour rien. Ouais. C'est comme si c'était à côté de ta femme. Tu as lu la main? Ah non, j'ai l'air de quoi? Mon père, il n'a jamais fait. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. Tiens, assis dans le canapé, ta femme elle est à côté de toi, tiens-lui la main. Dis-lui je t'aime. En plein milieu de la conversation, comme ça, comme un con. Fais-le. Non, écoute, il y a du monde. Mets de la musique, danse avec lui. Ton mari rentre, tu mets de la musique. Ah, tu dis, on a l'air de quoi? T'as l'air de gens heureux. Elle fait à manger, dit que c'est bon. Ben, je jette à la gueule. Mais dis que c'est bon, c'est délicieux. C'est pareil. Ton mari, il te fait un cadeau. Pourquoi tu dis combien ça coûte? Je suis sûr que tu t'es fait avoir. Et si c'est pas ma taille, j'aime pas la couleur. Mais ferme-la! Il a dépensé 400 €. Tu sais ce qu'il aurait pu avoir avec une professionnelle pour ce prix-là? D'accord? Donc 400 €, tu dis merci. C'est tout. Non. Ah, c'est idiot, c'est pas le moment, on est serré en ce moment. Je comprends, c'est bizarre. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il nous a donné une vie extraordinaire. Ouais. Mais c'est nous qui la rendons ordinaire. La preuve, c'est que Chazé Shalom, quand tu as perdu un parent, tu dis, combien je donnerais pour avoir encore un peu de temps? Combien je donnerais pour avoir... Mais quand il était vivant, il y avait le temps. Quand les gens ils vont sur la tombe, ah papa. Et des fois ça bouge dans la tombe elle dit, abruti, va. On habitait en face, t'es jamais venu. Maintenant que je suis mort, tu regrettes mon absence. C'est que les gens ils sont baha. Comme moi j'appelle ma mère tous les jours. Moi, je dis, maman, comment ça va, maman? Alors, elle me dit, alors, pourquoi? Même quand mon père était vivant, mon Hachem, à chaque fois je revenais des voyages et tout ça, j'allais dans la cuisine, je leur mettais un petit peu
vitamines. Alors mon père, sadique, il me disait, je dis papa, j'ai mis des vitamines avec les médicaments. Parce qu'il mettait les médicaments, je mettais de l'argent à côté. Pour aider un petit peu. Ah, c'était pas grand chose. Alors il me disait, mon fils, tu as une grande famille. On n'a pas besoin, grâce à Dieu, on est bien et tout ça. Je dis, mais papa, c'est pour la bracha. Je veux la bracha. Il me dit, ah, tu as raison. La bracha des parents. Ouais. Et dans tout, c'est pareil. Moi, ce qui me tue, mais ça me tue, hein, c'est quand tu les appelles, ils te disent merci d'avoir appelé. Tu vas mourir. Si tu as un cœur, sinon si tu as un tiroir caisse, et si tu as un cœur, ah mon fils, tu m'as amené la lumière dans la maison, tu m'as éclairé, tu m'as fait plaisir. C'est rien, c'est rien. Tu prends le téléphone, tu restes 3h30 à parler la shonara sur ta belle-sœur. Ouais. Tu peux pas prendre 2 minutes pour appeler ta mère, ton père. Maman, ça va, ça a été? En plus, tous les jours, c'est pas évident. Parce que des fois, de toute façon, ce qui s'est passé la veille, pour des gens de 80 ans, c'est ce qui se passe le lendemain. Et alors? Elle entend ta voix, t'entends sa voix, elle rigole, je fais plaisir. Moi, je suis né à la Colombe-Béchar. Donc, à chaque fois, je rencontre des gens de Béchar. Maman, j'ai rencontré Amselem. Ah, bien sûr, on le connaît. Ah, elle me raconte. Elle est contente. Moi, elle m'a donné la vie. Elle m'a donné la santé. Elle m'a donné l'amour. Elle m'a donné l'intelligence. Elle m'a donné la patience. Elle m'a tout donné. Je ne peux pas lui donner 5 minutes. Vous me suivez ou non? Donc ça, tu fais par rapport à tes parents. Ça, tu fais par rapport à ton conjoint. Ça, tu fais par rapport à tes enfants. Ça, tu fais. Appelle-les. Pas pour dire, t'as des pour des échecs. Non. Je voulais dire, je t'aime, mon fils. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas réussir. Allez, bonne continuation. Fais-le. Ah, tu sais, Israël, c'est cher. Toute la vie, c'est comme ça. C'est pareil. Un client, il est là. Occupe-toi de lui. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, regardez s'il y a un truc qui vous intéresse. Non, prends le temps. Voilà, t'es au magasin. Il est là devant toi. Il est là pour toi, non? Ouais, tu rentres, bonjour. Tu prends le temps, tu réfléchis. Ah, la jupe, elle vous va pas. La vérité, je vous conseille pas une droite parce que vous avez plein arabe. Je vous conseille celle-là, elle est mieux. Ah, la couleur, la truc. Oh là là, vous êtes vraiment bien occupé de moi. Oh, reviens. C'est en fait tout le monde sait dans le commerce. 90%, c'est du social. C'est pas le prix, c'est que la personne elle se sent bien, elle est avec toi. Maintenant que tu vends des immeubles à 600 millions d'euros ou que tu vends une jupe à 17 euros ou à 22 $, c'est la même chose. C'est une relation, c'est un bien-être. D'accord? Bah, tu verras que ces gens-là, là, qui optimisent chaque réalité, ils vivent longtemps. Et les gens qui genre j'ai pas le temps, ils meurent jeunes ceux-là. Bah oui, pourquoi? Parce que comme ils sont stressés, chaque réalité, il la gaspille. Ouais, pourquoi? Sous prétexte pour une autre réalité. Donc le mec, il est au travail. Il dit, il faut que je rentre à la maison. Il rentre à la maison, il se met devant la télé. Il pense au travail. Après, il va pour dormir. Il n'arrive pas à dormir parce qu'il a les soucis du travail. Parce que quand il est au travail, il pense à la maison. Donc pourquoi? Simplement parce qu'il n'a pas vécu chaque réalité au temps où la réalité, elle est venue. Ça s'appelle vivre avec son temps. Dans le langage des Chachamim, ça s'appelle Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Moi, par exemple, je cours tout le temps. Ouais, j'essaie de faire 6 choses à la fois et tout. Mais j'ai appris des gens qui sont plus calmes. Ça sert à rien. Des fois, je faisais des conférences et je voulais gratter sur la conférence pour arriver à prendre. J'avais un train à prendre. Mais après, il fallait monter sur les trottoirs et faire une syncope et pour arriver à rentrer dans le TGV, la porte elle se claque derrière toi ou tu le vois partir de. Pourquoi faire? Je dis maintenant, une demi-heure avant. C'est-à-dire, j'ai mis 50 ans à comprendre ce que mon père il me disait toujours. Mon fils arrive à l'avance. Et moi, j'ai dit, non, papa, on est à 5 minutes, j'ai le temps, j'ai le truc, je peux peut-être encore un bal tchouva, encore. Si tu tires la conférence, tu tires. Mais quoi ça sert? Tu fais le temps. Et après, ce que tu as donné, c'est bien. Ouais, tu donnes une tarte aux pommes, tu donnes une tranche. Le mec, il est content. Tu lui donnes une tranche un peu plus large, il est content. Tu donnes une tranche un peu moins large, il a reçu une tranche de tarte aux pommes. Après, qu'est-ce qu'il va faire avec? Et donc, c'est pareil. Donc, si toi, tu comprends maintenant que dans ton gâteau, qui s'appelle ta journée, tu divises des parts pour tout le monde, ouais, et à chacun, tu lui donnes sa part. Maintenant, quand toi, tu es en face de l'opportunité de donner la part, ouais, ça s'appelle que tu as optimisé la réalité que Dieu t'a donnée. C'est pour ça que c'est marqué Avraham Zaken. Avraham était âgé, Baba Yamin. Alors, on traduit littéralement avancer dans les jours. Oui.
Il dit non. Il dit les Chachamim, Baba Yamim, Ba im Yamav. Il est venu avec ses jours. Ça veut dire qu'il a pu légitimer chaque jour. Voilà ce que j'ai fait avec cette journée. Voilà ce que j'ai fait avec cette journée. Voilà ce que j'ai fait avec cette journée. C'est pas tu dire, bon, ça c'était un jour. C'est une journée neutre. C'est une journée blanche. Bon, ça ne servait à rien. Métro, boulot, dodo. Non. Si le bon Dieu t'a donné cette journée, si t'a donné cette heure, il t'a donné cette opportunité, si t'a donné ce paysage, si t'a donné ce sourire. C'est vrai, des fois tu fais la queue. Ouais. Hop, un monsieur il te regarde, tu le regardes. En Amérique, c'est comme ça, il te sourit. En France, non. En France, c'est que à la montagne. À la montagne, tout le monde se dit bonjour. À Paris, la même personne, tu la vois, elle dit pas bonjour. C'est très bizarre. Ouais, mais à la montagne, bonjour, bonjour. On dirait que c'est l'altitude, je sais pas. C'est le taux d'oxygène, ça rend intelligent. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on comprend ça, donc maintenant, en fin de compte, numéro 1, à la fin de la vie, on n'est que le cumul de tous ces présents-là. Donc tous les présents qui sont gaspillés, ils ne font pas partie de la vie. Donc la question, elle est de savoir, c'est est-ce que la vie, c'est tout ce qu'on a vécu, ou est-ce que la vie, c'est tout ce qu'on a vécu? C'est-à-dire que, est-ce que la vie, c'est le temps que tu as vécu, ou est-ce que la vie, c'est les instants que tu as vécu? Parce que tous les instants où tu n'étais pas concentré, où tu n'avais pas ta tête, où tu étais un gamin, où tu pensais que c'était la faute de l'autre, où tu pensais perdre ton temps, où tu pensais que ça ne servait à rien, où tu n'as pas la émouna, tous ces temps-là, ils ne sont pas vécus, puisqu'ils sont gaspillés. Donc en fin de compte, si on faisait le cumul des instants vécus, plutôt que de regarder la globalité du temps vécu, comme si vous, non? Ouais. C'est pour ça que ça se compte. J'ai dit, ça se compte en heures, ça se compte en jours, ça se compte en minutes, ça se compte en secondes. Moi, je te dis un truc. Compte en respiration. En respiration. Ouais. Parce que Chazé Shalom à 120 ans, quand tu vois la personne partir, tu es marqué par ce dernier souffle. Oui. Mais en vérité, chaque souffle, d'abord, ça pourrait être le dernier. Ouais. Et en plus, chaque souffle, en fin de compte, il contient la Neshama. Donc, quand la Neshama, t'es à l'Elia, pourquoi les gens, ils attendent le dernier souffle pour faire tes chouvas? Puisqu'à chaque souffle, tu peux faire tes chouvas. Ouais. À chaque souffle, tu peux sauver ton couple. À chaque souffle, tu peux engager un lien avec l'enfant. À chaque souffle, tu peux avoir une autre opportunité dans le business. Chaque souffle. Ouais. Alors pourquoi tu gaspilles des millions et des milliards de souffles pour rien? Comme ça. Ouais, parce que je n'ai pas la tête, je ne connaissais pas, c'est trop difficile, c'est saoulant, c'est trop dur. C'est comme tu veux. Alors il faut savoir une chose. Il n'y a que l'homme, c'est la seule créature de l'univers qui croit que pendant qu'elle hésite, la situation s'arrête. Pendant qu'elle réfléchit, le monde l'attend. Ouais. Pendant qu'il se demande si elle est mature, la fille, elle supporte. Non, non. C'est pas parce que toi, tu fais arrêt sur image que le reste de l'univers, il s'arrête. Donc le monde, il continue. Donc les enfants, ils grandissent, les parents, ils vieillissent, le business, il évolue, la maison, elle s'abîme, la voiture, elle s'use, le temps, il passe, les neurones, ils disparaissent, le cancer, il se développe. C'est comme ça. Le monde, il est en mouvement. Donc celui qui est chacham, il suit le mouvement. Celui qui est bête, il réfléchit. Il croit que pendant qu'il réfléchit, le temps, il s'arrête. Non, il faut qu'en même temps que tu prends le temps de réflexion, en même temps, tu tiens compte que ta réflexion, elle est limitée par le fait que le système, il évolue. Donc, il faut évoluer en même temps que le système. À ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Voilà, Chazak au Baruch. Alors, déjà, Kol HaKavod, ça fait 1h34. J'ai bien